Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une chaîne de blog qui fait beaucoup parler d'elle. Mais qu'est-ce que la blockchain exactement? Définition d'un très gros mot tech, c'est à suivre évidemment. Il a une idée lui derrière la tech, c'est Guillaume Gralet. Guillaume, la guerre tech aura-t-elle lieu? C'est ta question du jour. Tu nous plonges dans le dessous des cartes et des câbles sous-marins sur fond de conflit chino-américain. Oui, et puis c'est une guerre qui vient réveiller un petit peu toutes les tensions qui sont liées à l'accélération technologique autour de l'intelligence artificielle. Et on va voir qu'effectivement, il y a des surprises sous la mer, mais également au-dessus de nos têtes. Et il y a aussi des surprises dans nos vies de tous les jours. Swiper, matcher ou encore ghoster. Sommes-nous condamnés à un nouveau triptyque des couples éclairs façon 2020? La tinderisation de notre rapport à l'autre efface-t-elle les sentiments? Et surtout, comment déceler les profils manipulateurs pour mieux anticiper des situations canardeuses? On va monter à bord du grand 8 des relations amoureuses avec notre invitée, Chloé Thibault. Chloé, vous êtes nouvelle autrice de ce Pécho Canard aux éditions Mango Society. Vous êtes également la plume de la pause Simone pour la newsletter de Simone Média et vous étiez venue nous rendre visite à de nombreux moments dans l'école du futur, notamment pour l'excellent Hum Hum. Et si on parlait vraiment de sexe, un ouvrage toujours disponible chez Webedia Books. Bonjour à vous. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord, focus. J'étais à deux doigts de dire stalker, mais non, stocker et transmettre des informations en mode décentralisé, une technologie plus transparente et sécurisée. C'est la promesse de la blockchain, une chaîne de blocs qui n'est pas uniquement réservée aux cryptos et porte en elle une véritable révolution. Point de définition tout de suite avec Xavier Terrade. Le Bitcoin, Ethereum et d'autres crypto-monnaies reposent sur un principe, celui de la blockchain, un système inviolable, transparent et anonyme qui permet d'éviter de passer par le traditionnel banquier. Chaque maillon de la chaîne signe lui-même le registre numérique sans qu'une tierce personne n'intervienne. Une clé chiffrée vient ensuite le verrouiller. Cette page de transaction qui forme un bloc est classée dans un dossier qui est donc la blockchain. Un dossier désormais accessible à tous les membres de la blockchain qui ont validé l'ensemble des transactions. Concrètement, ce sont des ordinateurs et des serveurs qui sont ainsi liés, comme l'explique Cookie Connecté sur sa chaîne YouTube, où il a plus de 136 000 abonnés. En fait, la blockchain est à la transaction ce que Internet a été pour l'information. Chaque échange effectué entre ses utilisateurs est enregistré sous forme de blocs qui, bout à bout, forment donc une chaîne, d'où la notion de blockchain ou chaîne de blocs en français. Chaque bloc de la blockchain contient un ensemble de transactions, évidemment. Ensuite, un bloc est caractérisé par un hash. Le hash, c'est une suite de caractères uniques servant à identifier le bloc. En gros, c'est l'empreinte du bloc. Ce hachage permet de garantir une grande sécurité sans avoir besoin de quitter sa communauté. C'est aussi pour cela que le nom des personnes n'est pas dévoilé. La blockchain est aussi une véritable révolution pour la signature de contrats ou d'autres documents. Le Massachusetts Institute of Technology a notamment commencé à certifier le diplôme de ses étudiants avec la blockchain. La blockchain qui pourrait peut-être être pratique dans les relations amoureuses des années 2020. On va décrypter la vie tumultueuse de notre autrice. On tente notre chance à la pêche au canard des nouvelles relations. C'est la première partie du talk. Et aujourd'hui, on plonge dans ce grand 8 de l'amour, Pécho Canard. C'est aux éditions Mango Society avec vous, Chloé Thibault. Je rappelle que vous êtes évidemment la plume de la pause Simone, l'excellente newsletter de Simone Média. Vous étiez venu nous voir pour Hum Hum. Et si on parlait vraiment de sexe, aux éditions Webedia Books, pour pouvoir décrypter notamment avec nous cette loi sur l'éducation sexuelle, loi Aubry de 2000 ans, qui n'est malheureusement pas appliqué tant que ça à l'école. On va d'abord parler de ce livre, en effet, parce qu'on a envie de comprendre ce que cette pêche au canard vous a amené. C'est une progression de vos pérégrinations amoureuses de la maternelle jusqu'à vos 32 ans. C'est un voyage en terre de relations qui est illustré par la pétillante Sophie Lambda et qui est décrypté par votre propre psy, d'ailleurs, Liliane Holstein. C'est important de se dire qu'il faut dédramatiser d'abord l'accompagnement psy dans ces nouvelles relations amoureuses. Absolument, c'est la conclusion d'ailleurs de mon ouvrage explique que finalement ce livre c'est une défense de la psychanalyse et du recours à la thérapie. Parce que pour moi, si on veut avancer dans le bon sens, hommes et femmes, on a vraiment besoin de s'interroger sur nous-mêmes, sur notre héritage familial, nos névroses, pour s'aimer mieux.
pour s'aimer mieux et pour justement comprendre aussi comment ne pas reproduire des schémas qui peuvent être malsains aussi au fur et à mesure. Alors Guillaume avait une question justement en découvrant l'ouvrage, c'est qui sont vraiment les canards? Alors il y a des canetons à l'école primaire, il y a le parfait canard de votre dernière relation, il y a des canards sissiques, il y a des oiseaux migrateurs. Est-ce que tous les hommes sont des canards d'abord? Non, je n'ai pas transformé tous les hommes en canards et surtout je ne généralise pas. Et puis je pense que j'ai eu des retours de lecteurs masculins déjà qui me disent qu'ils reconnaissent eux aussi des partenaires féminines qu'ils ont pu avoir. Donc l'idée c'était surtout de dresser une nouvelle typologie de personnes qui sortent des appellations qu'on entend beaucoup, le pervers narcissique, le ghoster, etc., d'une façon plus ludique, à travers cette métaphore qui m'a beaucoup amusée à l'écriture. Et ça nous amuse aussi beaucoup à la lecture, je vous le confirme. Guillaume, est-ce que tu te sens parfois, en tant qu'homme, j'interroge d'ailleurs ton être masculin, est-ce que tu te sens parfois, toi, un petit peu stigmatisé en tant qu'homme aujourd'hui, dans ces années 2020, où c'est pas forcément toujours simple de se situer quand on est fille, quand on est garçon? On parle bien là de relations cisgenres et hétérosexuelles pour le coup, donc c'est un point de vue qui est parcellaire par rapport à d'autres types de relations par ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse dans le livre de Chloé que je vais dévorer, c'est de voir à quel point la technologie, l'émergence de la technologie peut faciliter, en tout cas c'était la promesse, c'est-à-dire d'élargir le champ des possibles, ou au contraire rendre les choses peut-être un peu plus compliquées. Et puis surtout, s'il y a dans vos recherches, Chloé, est-ce qu'il y a un recul historique, c'est-à-dire est-ce que vous vous êtes dit c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver l'âme sœur qu'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années? Est-ce que vous avez un peu travaillé là-dessus? Alors, j'insiste sur le fait que ce livre-là n'est pas un livre de journaliste. Là, je suis plus dans une posture d'autrice et il s'agit d'autofiction, même si mon réflexe de Votre journaliste expérience a fait que j'ai proposé cet apport de la psy pour qu'il y ait vraiment un complément informatif. Mais de fait, quand je discute avec les personnes qui m'entourent et qui sont plus âgées, j'ai le sentiment que la technologie a compliqué notre affaire. En revanche, la conclusion quand même de ces différents chapitres, il y a 20 histoires dans le livre, c'est que les rencontres soient faites de façon naturelle, donc à une soirée ou dans un bar ou sur les applications, finalement, elles finissent toutes mal. Donc, ni l'une ni l'autre n'est préférable dans les histoires que je raconte. En revanche, ça permet malheureusement des comportements qui ne sont pas très sains. Il y a l'un de mes canards que j'ai appelé le duck fake, donc c'est un jeu de mots avec deep fake, et c'était vraiment ce type qui ment sur toute la ligne sur qui il est. Et donc, qui nous conduit à une situation un peu désarmante quand on est en face, quoi. Et qui me semble assez typique des pratiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la multiplication des possibles ne va pas forcément limiter, en tout cas amoindrir la solitude, en fait. C'est-à-dire que ça va pas faciliter, en tout cas, ça facilite le premier contact, c'est ça, mais pas forcément une vraie relation amoureuse. Oui et non, parce qu'à titre personnel, moi, je n'aime pas les rencontres virtuelles. J'ai bien trop besoin de sentir les vibrations de la personne qui est en face de moi. Donc, j'y ai peu recours. Mais les quelques fois où ça m'est arrivé, j'ai plutôt l'impression qu'il y a tellement de personnes qu'on a du mal à s'arrêter sur une personne en particulier. Et je pense que c'est quand même l'un des mots du siècle de se dire qu'on a tellement le choix que finalement, on n'a plus envie de travailler à une relation précise. Alors justement, dans cette multitude, on va aborder tout de suite la question de la tinderisation de l'amour, puisque Guillaume en parlait, matcher, swiper, stalker ou encore ghoster, c'est forcément un nouveau vocabulaire aussi qui s'ouvre aujourd'hui. C'est le symptôme de l'appauvrissement aussi d'une relation. Et l'appauvrissement de notre vocabulaire aussi, parce que ce ne sont que des termes anglais. Mais c'est vrai que les anglo-saxons sont un petit peu en avance là-dessus pour le fait de définir en fait toutes ces nouvelles pratiques. Mais ce qui est un peu triste, je trouve, quand on le constate comme ça. C'est aussi pour ça que moi, j'ai proposé toutes ces métaphores françaises, sauf duck fake, évidemment. Et je me suis égarée, pardon. Non, pas du tout. Est-ce que du coup, encore une fois, de ces nouveaux mots qui arrivent dans ce vocabulaire amoureux, on en vient à un appauvrissement de la relation? On en vient à une confusion des sentiments aussi, peut-être? En fait, si on pense par exemple au ghosting, moi je m'amuse souvent à imaginer ce que ça devait être du temps de mes grands-parents. J'imagine que le ghosting était possible si on ne répondait plus à une lettre d'amour et quand les personnes étaient éloignées et qu'elles n'avaient pas tous les moyens d'aujourd'hui. Je pense qu'on se ghostait, je pense que mes ancêtres se sont ghostés. Ce qui peut-être leur faisait moins mal, c'est qu'ils et elles n'avaient pas le moyen de voir ce que devenait l'autre partout, sur tous nos réseaux et toutes nos interfaces. Donc je pense qu'on se fait plus de mal aujourd'hui que nos ancêtres. Mais en revanche, toutes ces pratiques-là,
je n'en doute pas, ont existé bien avant nous. Oui, Il suffit de lire, je ne sais pas, mais les liaisons dangereuses. par exemple. Voilà, c'était très toxique ce qui est décrit dans ce livre-là. De tout temps, de tout temps, pardon pour cette expression un peu plate, mais, les hommes et les femmes se sont fait du mal. Absolument. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, ne plus répondre à un message alors qu'on étale sa vie partout, ça renforce aussi ce lien d'abandon auquel Liliane Holstein, votre psy, fait référence aussi au fur et à mesure de ces décryptages. Est-ce qu'il y a une sorte de gamification de l'amour quand même, avec à la fois ce jeu des applications, mais pas que? Eh bien, justement, la gamification, finalement, c'est aussi ce qui est au cœur de ma métaphore. Puisque moi, je raconte que quand j'étais petite, je n'étais pas du tout branchée montagne russe et manège à sensations à la fête foraine, mais ce que j'aimais, c'était l'excitation de la pêche au canard. Et donc, de pêcher ces canards qui valent 1, 2 ou 3 points, de compter ensuite les points et de voir quel lot cela m'apportait. Elle est là, la métaphore. C'est que finalement, notre vie amoureuse est un enchaînement de canards qu'on pêche sans savoir si ça va nous mener au gros lot ou à un petit truc pour souffler des bulles, basiquement. Et finalement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, parce qu'il y a ces supports-là, je trouve qu'on s'amuse à entrer en relation avec les gens sans forcément se mettre à leur place et donc en provoquant un sacré lot de souffrance la plupart du temps. Des relations plateformisées, vous les montrez dans ce pêche au canard, mais il n'y a vraiment pas que ça non plus. Le fait aussi de vivre les montagnes russes et les 50 nuances finalement de ce que peut être parfois les tromperies aussi dans les relations aujourd'hui. C'est pas forcément de la tromperie avec un autre partenaire, mais c'est parfois une tromperie par rapport à soi, par rapport à ce qu'on veut montrer aussi à l'autre, de ce qu'on pourrait être. Finalement, ce que vous analysez à la fois avec votre psy et votre illustratrice et ce que vous dénoncez aussi, c'est quelque part la tromperie qu'on se fait à soi-même en voulant trop montrer de soi, en se projetant. C'est la projection qui fait mal. Oui, et ça, justement, c'est vraiment lié aux applications. Et je le décris parce que, évidemment, moi, je n'ai vraiment pas peur d'être dure avec moi-même dans ce livre. Je ne me donne pas du tout le beau rôle. Ah non, et c'est un exercice, d'ailleurs, vraiment de remise à plat de soi qui est tout à fait louable. Qui a été difficile. Et courageux. À l'écriture, vraiment, c'était une démarche particulière pour moi. Et en tout cas, ce que j'ai réussi à identifier, c'était que sur les applis, parce qu'on se résume à 1 ou 2 photos, quelques émojis qui décrivent nos passions et une phrase de présentation, moi, je projette immédiatement. Oh là là, cet homme-là va m'apporter ça. Oh, et puis c'est chouette parce qu'il y a un emoji guitare et ça tombe bien parce que j'aime la musique. Et en fait, on se projette très très vite et finalement, on est forcément déçu. D'autant plus si la personne a menti puisque celui qui avait l'emoji guitare, finalement, c'était un petit ukulélé. L'emoji moto, finalement, c'était une gyroroue. Donc vraiment, on était loin de la... On va s'arrêter là dans la métaphore, mais pourquoi pas en même temps. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit qu'il y avait plusieurs niveaux de lecture, bien évidemment, mais pour les lecteurs trentenaires, c'est le portrait d'une génération en quête de sens amoureux. Pour les ados, vous allez avoir le rôle de grande sœur ou de guide pour anticiper ce futur des relations. Et puis pour les parents ou les boomers d'entre nous, c'est finalement un débrief du long fleuve pas tranquille du tout qu'est l'amour aujourd'hui. Est-ce que je caricature ou pas? Non, pas du tout. Évidemment, j'écris de mon point de vue, donc... J'imagine bien, et je le sais déjà avec les premiers retours de lecture que j'ai, que les trentenaires s'identifient évidemment aux références, à ce que je décris. Mais j'ai aussi plusieurs retours de personnes plus âgées qui sont aussi de la génération de mes parents et leurs amis, qui m'ont dit que ça leur fait prendre conscience de la difficulté des relations amoureuses de nos jours. Peut-être qu'ils et elles ne le mesuraient pas suffisamment. Et je pense que ça, c'est assez douloureux de le constater. Parce qu'on peut avoir cette idée-là de « mais aujourd'hui, c'est facile, en 2 clics, tu trouves quelqu'un ». Mais non, c'est terriblement difficile. Et en effet, le livre ne s'adresse pas... Moi, je dirais que c'est quand même à partir de 16 ans, peut-être, parce qu'il est question par-ci, par-là de sexe. Ouais. Donc plus tôt, ce sera peut-être trop tôt. Mais j'ai aussi envie que ce soit un ouvrage qui serve de prévention. Justement pour identifier ces schémas qui sont mauvais et de se dire oh là là, mais en fait oui, si on me dit ça, si je vis ça, je me destine pas à une fin heureuse. Donc j'espère qu'il aura aussi ce rôle de guide et ce qui rejoint un petit peu le travail que j'avais fait avec Absolument. Et donc vous étiez venu nous parler, j'ouvrais justement cette discussion en rappelant
le fondamental en la matière, la loi Aubry de juillet 2001, cette loi sur l'éducation sexuelle et l'éducation à la sexualité, à l'école. 2 inspectrices d'académie, on en parlait la dernière fois, ont fait ce constat incroyable que seulement 25% des établissements scolaires aujourd'hui appliquent la loi. Entre-temps, des associations ont aussi saisi l'État, ont déposé plainte contre le ministère de l'Éducation nationale pour non-respect de cette loi. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation, a répondu en disant que, bien évidemment, l'idée, c'était de pouvoir faire appliquer la loi parce qu'il fallait absolument ouvrir la question, ouvrir le débat. Quelques mois après, justement, le déclenchement de ce grand débat à ciel ouvert sur cette éducation à la sexualité, on en est où ? Ça avance vraiment tout doucement. Moi, je me suis réjouie de ce dépôt de plainte parce que voilà, j'espère que ça va accélérer tout ce propos-là. Mais moi, à chaque fois que j'ai pris la parole sur cette problématique, j'insiste sur l'éducation aux relations sexuelles, mais aux relations affectives et sexuelles. Et d'ailleurs, dans mon livre, c'est ce que je faisais. Finalement, je parle, entre guillemets, peu de sexe. Il y a vraiment tout un tas de fondamentaux qui, selon moi, doivent être abordés par l'école peut-être ou par des interventions d'associations spécialisées, mais en tout cas pour poser ces bases de respect de soi, de respect de l'autre, des notions de consentement, parce que sans parler des violences sexuelles, c'est une forme de violence qu'on appelle violence psychologique, mais de ne pas se respecter soi, ses envies, ses désirs, ses besoins, d'imposer à l'autre ses désirs, ses besoins. Et donc ça, ce sont des fondamentaux qui me paraissent essentiels dès le plus jeune âge. Et c'est bien pour ça que je commence avec les cantons à la maternelle. Absolument, Guillaume. Ouais, non, si je suis votre raisonnement qui est très intéressant et puis très personnel, c'est parce que c'est devenu trop facile que ça devient difficile, en fait. C'est-à-dire que... est-ce que vous observez un retour en arrière, c'est-à-dire de gens plus ou moins jeunes, mais qui disent... Nous, on ne veut pas aller sur les applis, on veut faire confiance au hasard, aux rencontres qu'on peut avoir par des amis communs ou au gré des voyages, par exemple. Est-ce que vous observez ça ou pas du tout ? Ouais. Oui, en discutant, en tout cas, autour de moi, j'ai vraiment le sentiment de ne pas être seule dans cette tristesse, dans ce désabus, cette nostalgie d'une vie sans les relations par écran interposées. Ouais. Après, on ne peut pas généraliser. Avec des rencontres fortuites, ou en tout cas, on pense fortuites. Ouais. Oui. D'accord. Malheureusement, ce qu'il y a, c'est qu'on vit aussi dans une époque de rapidité, d'urgence, et laisser faire le destin, ça prend plus de temps que de se prévoir un date par soir grâce aux applis. Donc, c'est aussi provoquer sa chance. Moi, parfois, on me dit, oui, mais si tu multiplies les dates, tu auras peut-être plus de chances de rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai tendance, et c'est ce que je raconte dans le livre, à laisser faire le destin, mais ce qui signifie qu'on peut passer plusieurs mois, voire années, sans regarder. Donc, c'est un risque à prendre, c'est un choix. Mais dater, qui est aussi une américanisation du choix amoureux, ceux et celles qui ont vécu aux États-Unis se reconnaîtront aussi dans cette façon de procéder. Il y a aussi l'idée de se dire que parfois, il faut aussi se laisser le choix de tester. C'est finalement un petit peu consumériste comme vision justement des relations, mais rencontrer un maximum de personnes, pas pour scorer, là encore de plus en plus, mais pour se dire que peut-être que parfois, dans la discussion avec l'autre, dans la rencontre, dans l'approche, on va pouvoir voir les signes avant-coureurs d'une relation qui fonctionnera ou pas. Oui, c'est assez satisfaisant quand j'ai fait ce travail-là d'introspection et de mise à plat, comme tu le disais, de ma vie amoureuse, de me dire... J'ai progressé, j'apprends de mes erreurs. Telle personne m'a appris ceci, telle autre m'a appris cela. C'est aussi ce que je raconte, c'est que finalement, j'ai envie que mes galères soient utiles, m'aient servi à quelque chose et servent aux autres. Je pense que de toute façon, faire des rendez-vous, mais même amicaux, au-delà de l'amour, permet de mieux se connaître. Et ça, c'est très précieux. Donc, ce n'est jamais du temps perdu, selon moi. Après, il est certain que peut-être que passé 30 ans, on supporte un petit peu moins la multiplication de ces rencontres malheureuses. Connais-toi toi-même, c'est donc le meilleur conseil qu'on peut vous donner à mi-parcours de cette émission avec Chloé Thibault pour ce livre Pêche au canard. On continue à décrypter cette vie même, ou cette vue, pourquoi pas. C'est un peu une vue sur les vies amoureuses, tumultueuses des années 2020. On va continuer à en parler avec ce hashtag notamment DTR, Define the Relationship, qui est devenu réellement l'hymne d'une génération. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap du très sentimental Édouard Denuot.
backhand. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Chloé Thibault pour Pécho Canard. Attention, jeu de mots à la clé, jeu de mots et aussi jeu des relations amoureuses. On continue à descendre ce grand 8 des relations avec vous dans un instant. Mais d'abord, Guillaume Gralet a une idée derrière la tech. Et Guillaume, avec toi aujourd'hui, on va plonger dans une autre guerre, pas celle de l'amour, quoique parfois on se demande un petit peu si c'est une relation passive-agressive. C'est celle entre la Chine et les États-Unis notamment, cette guerre de la tech, cette guerre qui en dit long sur l'influence notamment de l'intelligence artificielle dans nos vies. Oui, une guerre qui va passer par les images, des images dont on parle de plus en plus, qui sont générées. Tu sais, ce sont des images, on va souffler quelques mots d'inspiration à un logiciel, on appelle ça un prompt, et ce logiciel, eh bien, soit il va te répondre par des mots, c'est le fameux chat GPT dont on parle tant, ou encore des images, comme avec un logiciel de plus en plus connu qui s'appelle Midjourney. Midjourney, il a été créé aux États-Unis et il fait de plus en plus l'actualité parce que on représente, on s'inspire de l'actualité. On a vu beaucoup d'images du pape en doudoune, d'Emmanuel Macron sous des montagnes de flammes ou même des poubelles. Hein, c'était pour réagir, avoir peur. de réagir à l'actualité. Au manque de ramassage de poubelles à Paris. Et puis, il y a une chose qu'on observe, que les utilisateurs de Midjourney observent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas représenter le président chinois, Xi Jinping, et c'est totalement assumé de la part du créateur de Midjourney, David Holtz, qui explique, eh bien, moi, je préfère cette censure numérique plutôt que de me couper du marché chinois, qui, on le sait, est extrêmement important dans le monde. C'est quelque chose qui peut peut-être un petit peu dérangé, puisqu'on se demande si ce n'est pas une nouvelle censure. Oui, mais on se souvient que d'ailleurs, Xi Jinping a visiblement un rapport compliqué aux images. Pendant très longtemps, sur Weibo, on le dessinait sous les traits de Winnie l'ourson. Toutes les images de Winnie l'ourson ont été censurées sur les réseaux sociaux chinois et les réseaux conversationnels. Et puis on voit ce super tweet. Hein, mais complètement. Et ben, tu vois, j'ai lu dans tes pensées, dis donc, c'est fou. Exactement. C'est-à-dire que c'est Tristan Mendes France qui s'amuse un petit peu tout ça. Il dit, si on n'a plus le droit de représenter Xi Jinping, on le représentera par un Winnie l'ourson géant. Alors ça, on peut le faire sur les réseaux sociaux occidentaux, mais pas forcément sur les réseaux sociaux chinois. Exactement. C'est intéressant parce que la Chine fait partie des pays qui ont interdit temporairement l'utilisation d'une autre intelligence générative, ChatGPT. Toi, tu y vois aussi quelque part un nouvel épisode dans cette tension technologique qui n'arrête pas de croître entre la Chine et les États-Unis. On n'est pas au premier épisode. Hein. Oui, c'est-à-dire que quelque part, si le créateur de Midjourney dit « moi, je ne peux pas m'interdire le marché chinois », c'est bien qu'il y a une course de vitesse, une course de puissance entre les entreprises qui dépensent le plus en recherche et développement. Et lorsqu'on s'intéresse à cette liste, on observe que parmi les 25 premières entreprises qui dépensent le plus en recherche, il y en a 14 qui sont américaines. Et comme par hasard, il y en a beaucoup qui investissent beaucoup en IA. C'est le cas par exemple d'Alphabet, la maison mère de Google, de Microsoft, de Meta. Et côté chinois, on voit aussi Tencent, Alibaba. C'est-à-dire que cette course à l'intelligence artificielle qui s'accélère un petit peu en ce moment, en tout cas qui est plus spectaculaire, c'est aussi une course à la puissance. Et on voit de plus en plus cette guerre froide entre la Chine et les États-Unis s'affirmer.
une guerre qui se déroule aussi, technologiquement parlant, sur les puces, bien évidemment. Oui, parce C'est que le nerf de la guerre. exactement, sans puce, il y a tout simplement pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, pas de supercalculateur, de plus en plus clés. On voit certains pays qui sont plus en avance dans les puces, les microprocesseurs. On voit notamment Taïwan, et Taïwan qui, comme par hasard, là aussi, c'est une chronique un peu complotiste, se retrouve au cœur de la guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Alors, on voit les États-Unis de plus en plus offensifs. Ça, on a un peu l'impression de revivre un peu ce qu'on a vécu avec Huawei, c'est-à-dire qu'ils vont interdire plusieurs entreprises comme le néerlandais ASML, qui est clé dans cette course aux microprocesseurs, Ouais. eh bien, de ne pas fournir la Chine et essayer d'isoler de plus en plus la Chine dans ces microprocesseurs. La course aux semi-conducteurs qui se resserre donc aussi à Taïwan et qui fait beaucoup parler d'elle dans ce conflit chino-américain. La guerre, elle se déroule aussi dans notre tête, Guillaume Linon. Oui, au-dessus de nos têtes, et ça donne un tout petit peu le vertige, c'est-à-dire que moi je pensais qu'il y avait tout simplement une course à celui qui aurait le plus de satellites dans le ciel, tout simplement pour faciliter la communication et éventuellement surveiller un petit peu l'adversaire, hein, ça on le savait. Mais là, ce qui est assez dingue, hein, lorsqu'on regarde les toutes dernières études, c'est qu'on voit qu'il y a aussi le lancement de satellites espions qui va espionner les autres, et puis même d'armes laser qui doivent neutraliser les satellites du pays adversaire. C'est pas encore en activité, mais ça fait froid dans le dos, et on voit que ça pourrait être un jour très actif. Et aussi, elle est visible sous les mers. On a regardé au-dessus de nos têtes, my bad pour la relance de tout à l'heure, elle se joue dans les câbles sous-marins. C'est une guerre quasi invisible, celle-là. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est de lire un autre ouvrage passionnant, celui de Camille Morel, une chercheuse à l'Institut d'études de stratégie et de défense de l'Université Jean Moulin à Lyon, et qui publie Les câbles sous-marins. C'est un ouvrage extrêmement didactique, très intéressant. Elle explique qu'en 2014, il y avait 263 de ces câbles sous-marins. Il y en a aujourd'hui 500. Et si l'on pense bien qu'une grande partie d'Internet passe par les satellites, en réalité, 98% de du trafic Internet passe par ces fameux câbles sous-marins. Ces câbles qui peuvent être le théâtre d'observation. Alors, pour l'instant, d'espionnage aussi, hein. C'était Edward Snowden qui, il y a 10 ans, avait mis en garde contre cet espionnage. Pour l'instant, on observe uniquement les métadonnées, mais on voit qu'on a des technologies de plus en plus fines et il faut véritablement en avoir conscience. Bref, c'est ce qui a commencé par une interdiction d'une caricature. On voit bien qu'il y a cette tension technologique de plus en plus prégnante, et on se demande un petit peu quelle va être la place de l'Europe. On a vu avec l'exemple d'ASML qu'on a quelques acteurs clés, mais on en a peut-être relativement peu par rapport à ces deux grandes superpuissances. Et je vais te rajouter, tiens, une relance, juste pour le plaisir, Ouais. parce que cette guerre aussi tech, elle se joue dans le soft power. Quand, par exemple, aujourd'hui, énormément d'États, et notamment les parlementaires américains, se posent la question d'interdire TikTok, on voit aussi que cette influence vient s'inviter sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut se dire que dans le soft power et dans nos vies numériques et nos vies, ce qu'on donne à voir de nous justement sur ces réseaux sociaux, il faut aussi se poser quelques questions quant à l'utilisation de nos données, bien sûr. Oui, parce que lorsque vous écoutez les partisans d'une interdiction de TikTok, il y a une commission d'enquête en ce moment en France qui donner des résultats avant ou après l'été, qui est conduite par Claude Malhuret. Eh bien, ils expliquent qu'il y a véritablement un risque d'espionnage, mais également un risque, et ça répond à ta question sur les autres réseaux sociaux, de manipulation. C'est-à-dire qu'on peut très bien manipuler tous les utilisateurs d'un réseau social, et on sait que TikTok est l'application la plus téléchargée au monde, tout simplement en présentant les informations d'une certaine manière. Donc là, on est véritablement dans le soft power. Alors, on ne va pas se dire non plus qu'on va aller chercher l'amour sur TikTok, quoique on essaie de continuer à comprendre quelle peut être la cartographie aujourd'hui de nos vies amoureuses. Évidemment, on revient sur ce livre Pêche au canard avec Chloé Thibault. Et j'ai lancé ce jingle beaucoup trop tôt parce que Chloé, ça vous fait réagir justement. Oui, parce que j'ai lu un article, mais alors excusez-moi, je n'ai pas retenu le nom de l'application, mais qui disait qu'aux États-Unis, une application de rencontre se développe justement avec une intelligence artificielle qui va permettre aux hommes de ne rien faire en fait et de laisser l'intelligence artificielle pêcher pour eux. Donc avec un profil qui va aller spotter des femmes qui les intéressent et avoir des discussions entières avec elles. Et sélectionner. C'est ça ?
La personne c'est-à-dire que la personne qu'on pense rencontrer est une intelligence artificielle Oui. ou c'est l'intelligence artificielle qui va faire la curation des profils? C'est ça, la personne en face. Donc moi, par exemple, je vais être en train de discuter avec plusieurs hommes. Je ne sais pas si c'est vraiment un homme humain derrière ou si c'est une intelligence artificielle. Et l'objectif de l'appli pour les hommes, c'est d'obtenir un rendez-vous. Mais donc en fait, tout ce travail de rencontre et de début de relation sera effectué par une intelligence artificielle. Ça, vraiment, c'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant, c'est prémâché par l'IA. Guillaume, il y a aussi évidemment tous ces phénomènes d'IA compagnons qu'on avait beaucoup développés notamment en Chine et au Japon, où on peut avoir justement sur commande un petit ami ou une petite amie intelligence artificielle. Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même vous rassurer ou en tout cas avoir une relation émotionnelle avec un robot conversationnel, avec un chatbot. Mais effectivement, dans l'exemple que vous donnez, Chloé, c'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression, là c'est une tromperie, de parler avec un humain et vous parlez avec une machine. Il faut faire très attention parce qu'effectivement, on voit de moins en moins la différence en fait, dans la conversation. Parce que si j'ai bien compris, encore une fois, pardon, je n'ai pas la référence, mais on va rentrer évidemment nos passions, les groupes qu'on aime, etc. C'est terrible. Moi, je ne vois plus l'intérêt, à part, si ce n'est un intérêt sexuel, en fait, d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un pour avoir une relation sexuelle. Mais si on s'arrête d'avoir les conversations avec l'autre, vraiment, notre vie va devenir si triste. Et ça renforce le consumérisme, justement, de ces relations des années 2020. Alors, on ne vous conseille pas de dater ChatGPT, loin de là. On va revenir, en relation dans la quasi-vraie vie, parce qu'il y a cette étude, très intéressante de Bumble qui vient de paraître. Bumble, évidemment, là aussi, site de dating, mais qui donne le pouvoir, si j'ose dire, aux femmes, justement, sur le réseau. Une étude qui est intéressante parce qu'elle remet en exergue le besoin de connaître l'autre. Alors, c'est une étude qui a été faite auprès d'une population plutôt Gen Z. Oui, ils et elles sont prêtes à saisir toutes les opportunités de rencontres qui se présentent à eux, mais ils prônent la slow life dans leur relation à l'autre, prendre le temps de se connaître, de connaître aussi les besoins, les attentes, les passions de la personne qu'on va rencontrer. Je précise que cette étude remet aussi en exergue le contexte post-Covid et post-confinement, de la façon dont ces jeunes ont pu aussi continuer à avoir un semblant de relation amoureuse pendant ces périodes de confinement. La conclusion, c'est quoi? C'est de se dire que c'est urgent d'attendre en matière d'amour? En matière d'amour et en matière de sexe, parce que parallèlement, depuis quelques années, on parle du slow sex, mais qui, à mes yeux, est simplement une relation sexuelle normale, c'est-à-dire qui ne soit pas tout entière centrée sur la pénétration et donc un coït qui dure 2 minutes et qui n'est pas satisfaisant pour grand monde, a priori. Donc en fait, slow life et slow sex, c'est un petit peu pour moi comme le retour du vinyle, c'est-à-dire que là, il y a une lassitude face à tout ce qui est immédiat, et dont on se rend compte que ce n'est pas satisfaisant du tout sur le long terme. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes femmes avec qui j'échange beaucoup, elles ont bien compris que de toute façon, ces relations-là, émotionnelles et sexuelles, ne les rendent pas heureuses. Donc bon, c'est un nouveau hashtag, le slow life, le slow sex, mais ça met quand même le doigt sur quelque chose qui, moi, me rassure. Donc c'est peut-être un retour à plus d'authenticité, mais en tout cas, si on va dans cette direction-là, moi, je trouve ça rassurant. Une appli fatigue qu'il faut peut-être aussi lire dans un contexte post-MeToo, 5 ans après le déclenchement justement de ce phénomène. Est-ce qu'on peut se dire que le consentement fait enfin sens pour chacun et chacune d'entre nous? En tout cas, c'est vraiment un mot aujourd'hui qui est omniprésent. Alors, certaines personnes en ont marre d'entendre ça. On a l'impression qu'on ne parle que de ça et que ça devient quelque chose de... pas de triste, mais comment dire... C'est un petit peu négatif, en fait, parce qu'on parle que des risques, on parle que des dangers des relations. Et donc, je peux comprendre que ça rebute. Mais en tout cas, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas que de sexualité. Le consentement, c'est vraiment partout. Et même dans nos relations professionnelles, c'est simplement s'écouter soi, écouter l'autre et respecter les décisions des gens en face de nous. Donc, c'est vraiment très important. Donc, c'est fondamental, Guillaume. Oui, est-ce que, parce que pour ce livre, vous avez multiplié les témoignages, en fait, avec pas mal de jeunes femmes. Est-ce que vous observez... Non, pardon, ce sont vraiment les miens. Ouais, c'est vos copains, vos amis, ouais. Et vous-même. Mais est-ce que ces tendances au slow sex ou cette
cette curiosité, ce nouvel appétit pour le slow sex, vous l'observez aussi chez des jeunes hommes aussi ou, Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence de genre là-dedans, dans cette nouvelle aspiration. oui, alors on va peut-être rentrer dans des détails techniques, mais bon, c'est-à-dire qu'un homme est beaucoup plus satisfait par une pénétration seule qu'une femme. Voilà, donc ça c'est une évidence. Mais en revanche, dans tout le travail que j'effectue, même en tant que journaliste, en dehors de Pécho Canard, je mets toujours les garçons au centre de mes réflexions. C'est-à-dire que toutes ces injonctions qui pèsent très fort sur les garçons, avec beaucoup d'anxiété, de performance, de se dire moi je dois faire ça, c'est moi qui dois assurer tout le rapport, je dois avoir une érection qui dure pendant des heures, etc. Donc je les exclus pas du tout. Et encore une fois, même dans ce que je décris des relations amoureuses, beaucoup d'hommes souffrent de tout ça. Et... C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Il y en a peut-être aussi beaucoup qui sont peut-être pas dans la recherche de la performance, etc. Ça peut être intéressant. Mais de toute façon, les injonctions à la virilité et ce qu'on appelle la masculinité toxique fait du mal aux hommes, à beaucoup d'hommes autour de moi. Parce qu'on attend d'eux, en tout cas, ils croient qu'on attend d'eux d'être comme ci ou comme ça, ce qui n'est pas le cas. Donc tout se réorganise, mais c'est plutôt sain. C'est plutôt sain et surtout, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, il ne faut pas que ce livre ne soit lu que par des jeunes femmes ou par des jeunes filles. L'idée, c'est de pouvoir ouvrir la discussion justement entre les sexes pour que là aussi, il y ait une véritable discussion sur cette nouvelle lecture, ce nouveau GPS des relations amoureuses. Absolument. Alors bon, ce serait mentir que de dire que j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont écrit depuis la sortie du livre, mais j'en ai eu quelques-uns, d'âges différents, des hommes hétérosexuels. Et vraiment, rien ne me fait plus plaisir que ça. Parce que, en effet, moi, je n'écris pas pour les femmes féministes de 30 ans. Hein. Pour elles, mais en tout cas, pas que pour elles. Et ce qui m'intéresse, c'est d'aller ailleurs, vers des publics qui ne soient pas déjà préconvaincus par ce que je raconte. Et je pense que des retours que j'ai eus, ils peuvent s'identifier à certains comportements en se disant « Ah oui, bah, moi aussi, j'ai pu être comme ça, j'ai pu être ce canard, etc. Mais je m'en rends compte et c'est bien, ça permet de réfléchir. » Mais encore une fois, certaines filles m'ont dit qu'elles se reconnaissaient dans le comportement des canards. Parce que c'est inutile de genrer ce que je décris dedans. Oui, ces comportements ne sont pas forcément genrés, encore une fois. Il y a quand même un hashtag qui revient, on en parlait en fin de discussion tout à l'heure, c'est ce fameux DTR, Define the Relationship. Aujourd'hui, on a besoin d'un GPS, je reprends cette expression parce qu'elle est très vraie, pour essayer de comprendre comment poser des mots sur les relations qu'on peut établir les uns avec les autres aujourd'hui. C'est aussi le cas de relations amicales, par ailleurs, le cas de relations amoureuses. Comment est-ce qu'on peut redonner du sens, justement, quand on essaie de faire lien, quelle que soit la nature de ce lien, avec l'autre? J'ai l'une de mes amies proches qui travaille aujourd'hui aux États-Unis et qui, justement, m'a raconté ses anecdotes de dating américain. Et j'ai découvert grâce à elle le DTR, parce qu'elle m'a dit mais c'est incroyable ici comme c'est normé par rapport à chez nous, et c'est vrai que chez nous, enfin en France en tout cas, dans ce que j'observe, on peut vraiment passer des mois dans ce flou. Est-ce qu'on est vraiment ensemble, est-ce qu'on est exclusif, etc. Alors que les Américains font X rencarts, et à chaque rencard, c'est codifié. Là, je peux pas t'embrasser au premier, au deuxième, je te prends la main, au troisième, je peux t'embrasser sur la bouche, au quatrième, on doit définir ce qu'on est, où on va. Alors à la fois, moi je trouve pas ça très romantique, je pense que c'est pas très français, c'est pas l'esprit de l'amour à la française, mais peut-être qu'on en a un petit peu plus besoin, en effet. Parce qu'à force d'être dans ce flou, encore une fois, on se fait du mal. Alors, il y a des concepts peut-être plus français de polyamour. Ça, c'est très tendance. Tout le monde est polyamoureux. Malheureusement, parfois, on n'est pas au courant, en fait, que l'autre est polyamoureux. Ce serait bien que tout le monde le sache dès le départ. Ce serait pas mal. Voilà. Guillaume, tu as une expérience? Non, mais c'est pas ça. C'est que Sam Bankman-Fried, dont on a énormément parlé, qui est à l'origine du scandale, notamment FTX. des cryptos avec FTX, voilà, la plateforme ayant implosé. J'étais pas là, mais je crois que d'après plusieurs témoignages, ils vivaient à plusieurs en polyamour. Donc, ce sont des Américains, donc c'est aussi peut-être un peu compliqué. C'est pas uniquement tous les Américains sont comme ça. Bien sûr. Voilà. Non, mais il y a aussi une grande mode californienne, une grande mode Silicon Valleyenne de ce type justement de relations expansives. Mais c'est intéressant. Je ne généralise pas du tout. Simplement, là, je me fie à ce qu'elle Mais raconte. c'est vrai que ça peut donner l'impression, ce que je retiens de vos propos, que j'adore, enfin que je trouve très intéressant, c'est que ça peut donner l'impression d'une liberté et de plus de bonheur, et en fait, ça peut faire beaucoup de mal, c'est ce que vous expliquez. Oui. Alors bon, loin de moi l'envie d'avoir l'air réactionnaire, mais en tout cas, c'est vrai que tout n'est pas à jeter dans le modèle de nos ancêtres. En tout cas, en termes de féminisme, je me réjouis qu'on ait évolué, mais peut-être qu'il y a des modèles qui sont plus rassurants. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner
souligner ce mouvement-là sur TikTok et ce hashtag de la tradwife, donc des femmes qui font le choix de se remettre dans ces modèles archaïques, évidemment, bon, qu'on pointe du doigt, qui ne sont pas féministes, qui sont inquiétants même pour certaines, mais moi je peux les comprendre parce qu'il y a une forme de... Enfin, on peut se sentir rassuré quand tout est bien cadré et qu'on se dit, voilà, je sais ce qui est attendu de moi et je sais ce que l'autre va m'apporter. Je le comprends. L'assurance du cadre, c'est intéressant ce qu'on est en train de se dire, parce que ça veut dire que malgré cette plateformisation, encore une fois, cette applicisation, je ne sais plus comment le dire, des relations dont on parlait tout à l'heure, ça veut dire qu'il reste encore quand même des positionnements interculturels dans les relations amoureuses. Le phénomène, ou plutôt le mécanisme du dating américano-américain, il n'est pas forcément importable en France ou en Europe. En fait, pour avoir échangé, mais encore une fois, j'ai vraiment pas envie de généraliser sur des nations entières. Oui. Mais j'ai par exemple fait Erasmus, où j'étais confrontée, vraiment, je vivais avec des Allemandes, des Chinois, et j'ai daté des Anglais. Donc vraiment, on était très différents. Et je sais que, par exemple, le concept du plan cul, et le concept même de s'embrasser en boîte de nuit sans se connaître, pour certaines autres nationalités que j'ai pu fréquenter, c'est très français. Voilà, moi c'est simplement ce que j'observe. Et c'est vrai que ça, c'est quand même aller très vite. Moi, je l'ai tenté et puis je le raconte, vraiment, de tout consommer alors qu'on vient à peine de se rencontrer et de se dire, oh là là, c'est génial ce qu'on est en train de vivre. Non, en tout cas, moi, le lendemain, je me sens très malheureuse et force est de constater que ça ne me réussit pas. Cet empirisme, évidemment, il est mis à l'honneur dans Pêche au canard, ce livre donc, que vous nous offrez comme un guide, finalement, dans cette vie amoureuse tumultueuse, dites-vous. Encore une fois, appuyé, décrypté, étape par étape, par votre propre psy, Liliane Holstein. On a démarré l'émission en se disant que c'était important aussi de dédramatiser ce recours à l'aide psy pour mieux décoder ces relations et l'évolution de ces relations. On va terminer sur cette question. L'amour, ça s'apprend ? Oui. Mais d'abord, l'amour de soi. Et donc, j'enfonce une porte ouverte, mais je pense profondément que pour bien aimer l'autre, il faut s'aimer d'abord soi-même. Donc, je crois que pour s'aimer soi, c'est très important d'être accompagné par quelqu'un, pas forcément une psychanalyste, mais en tout cas une thérapie quelconque. Et je mesure aujourd'hui l'importance de tout ce chemin que j'ai parcouru. Aujourd'hui, je l'affirme à 32 ans, je pense que je suis prête pour être dans une relation saine. Je l'attends. Voilà. Elle est prête. Bravo. Évidemment, on vous accompagnera dans Pêche au canard 2, s'il devait y avoir une deuxième tome. Non plus, c'est ce que j'allais vous dire. Je ne vous souhaite pas d'avoir un tome 2 ou peut-être un tome qui va justement nous permettre de suivre cette relation saine que vous appelez de vos voeux et à laquelle vous nous invitez aussi pour pouvoir, encore une fois, essayer de mieux comprendre comment naviguer ces relations amoureuses et relations amicalo-amoureuses parfois dans ces années 2020. Merci infiniment, Chloé Thibault. On vous lit évidemment chez Mango Society avec Pêche au canard. On peut vous relire ou continuer à vous lire avec et si on parlait vraiment de sexe aux éditions Webedia Book toutes les semaines, tous les jeudis dans la Post Simone, la newsletter de Simone Média. Et Guillaume, on te retrouve très vite à la fois dans Le Point avec tes enquêtes, avec tes interviews tech sur France 24 également, et puis dans l'école du futur. Nous on se dit à demain pour d'autres aventures en plateau.